Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Au cœur de l'actu, l'émission d'actualité du soir sur le Média, diffusée du lundi au jeudi à 19 h en direct sur le canal 165 de la Freebox, sur Molotov et sur lemediatv.fr. Aujourd'hui, notre émission est consacrée au Liban, à peine plus grand que l'Île-de-France. Ce pays concentre à lui seul toutes les fractures du Moyen-Orient, berceau d'une richesse culturelle inouïe, laboratoire de coexistence religieuse, mais aussi terrain miné par les ingérences, la corruption, les intérêts géopolitiques et les crises en cascade. Le Liban est aujourd'hui en survie et c'est justement le titre du dernier livre de notre invité, Liban, état de survie, un essai lucide, dense, historique mais aussi politique, écrit par un témoin engagé et éclairé, Fouad Kourielou, directeur du quotidien L'Orient le Jour, figure incontournable du paysage intellectuel francophone libanais. Le Liban est encore marqué par les séquelles de l'explosion du port de Beyrouth, par une inflation dramatique, par l'exode de sa jeunesse et par la menace permanente d'un embrasement entre le Hezbollah et Israël sur son sol. Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées depuis le début du mois, marquées par des négociations nucléaires difficiles entre l'Iran et les États-Unis, des frappes israéliennes au Yémen et une guerre prolongée à Gaza. Le ministre iranien des Affaires étrangères a accusé Israël de vouloir entraîner les États-Unis dans une catastrophe régionale, et ce, malgré les discussions en cours à Oman où les désaccords persistent. Comment en est-on arrivé là ? Comment la région tient-elle encore debout ? Et surtout, que peut-on faire pour en sortir ? On y répond tout de suite avec notre invité du jour. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Et justement, avant de parler de votre livre, donc Liban, état de survie aux éditions Max Milo, on va juste revenir un peu sur l'actualité. Il y a eu les tensions, des tensions régionales sont en cours au Proche-Orient et ça ne cesse de continuer malheureusement. Israël notamment multiplie les frappes à Gaza, au Liban, au Yémen. La défense civile palestinienne a annoncé également 12 morts dans des frappes israéliennes dimanche dernier. Comment est-ce que vous expliquez justement cette multiplication des fronts par Israël ? Effectivement, il y a depuis le 7 octobre 2023 une véritable explosion de la région. À Gaza, en Cisjordanie, en particulier dans la région de Jénine, qui est au nord-ouest de la Cisjordanie, au Liban, au Yémen, en Syrie, on a l'impression qu'Israël étend sa main un peu partout et frappe sur tous les fronts. Alors, il y a un point commun entre tous ces fronts-là, je dirais. Il y a d'un côté le cas particulier de chaque pays et de chaque territoire qui s'embrase, et il y a un lien général, c'est l'Iran, à mon sens. C'est-à-dire que ce que Israël a fait, c'est que Israël a frappé tous les alliés de l'Iran dans toute la région, et ce que l'on voit, c'est un retrait massif de l'Iran du Proche-Orient. À partir de là, il y a le cas particulier de chaque pays et de chaque territoire. Donc il y a en particulier on ne peut plus l'appeler le contentieux maintenant, c'est beaucoup plus vaste que ça. Il y a la situation israélo-palestinienne qui est absolument dramatique, qui est dramatique pour le peuple palestinien avant tout. Et la question, je pense qu'elle est très complexe et on ne peut pas la simplifier, on ne peut pas la résoudre, et elle ne pourra pas se résoudre rapidement. Et tous ceux qui pensent avoir des réponses rapides, je pense qu'ils se trompent lourdement. C'est un sujet qui est le cœur de la problématique moyen-orientale et qui ne va pas cesser de l'être de sitôt. Et c'est un sujet qui conditionne le devenir des autres pays. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est le cas. Et c'est un sujet qui va conditionner l'avenir du Liban, de la Syrie, de la Jordanie et probablement aussi de la situation des autres pays arabes, en particulier ceux du Golfe. Ils ne pourront pas ils ne pourront pas négliger la situation palestinienne. Okay. Après, il y a effectivement le cas du Yémen.
qui est un peu, je dirais, accroché à ce wagon proche-oriental à cause de l'influence iranienne. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est, si on veut revenir un peu sur l'historique des événements, il y a eu les printemps arabes. Les printemps arabes, malheureusement, leur conséquence, c'est l'effondrement d'un grand nombre d'États arabes qui ont connu des guerres civiles, qui se sont scindés. L'Irak, la Syrie, le Liban, le Yémen. On a l'Égypte, par exemple. Il y avait l'Égypte de Hosni Moubarak, puis on est passé par la Révolution, puis il y a eu les frères musulmans, et maintenant il y a de nouveau un régime qui est encore plus dur que le régime de Hosni Moubarak. Sans parler de la Libye, sans parler du Soudan. Donc vous avez tous ces pays arabes qui connaissent un effondrement. Et en même temps, il y a eu la montée en puissance de 3 pays non arabes, qui sont la Turquie, l'Iran et Israël. Donc ces 3 pays sont montés en puissance et l'Iran a beaucoup avancé dans la région pendant des années jusqu'à un moment où l'ayatollah Khamenei, le guide suprême iranien, se vantait il y a quelques années du fait que l'Iran contrôlait 4 capitales arabes, Bagdad, Damas, Beyrouth et Sanaa au Yémen. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, il y a toutes ces cartes-là sont rebattues. Et ce que je dis dans le livre, je conclus par ça, c'est que aujourd'hui, le cœur de l'enjeu proche-oriental, c'est la Syrie. C'est le centre de gravité, c'est le cœur géographique de la région. Et ce qui va se passer en Syrie, pour moi, va conditionner ce qui va se passer au Liban. Le Liban, c'est un tout petit pays qui fait 10 000 km², qui est grand comme un département. La Syrie, c'est un pays de 180 000 km², donc c'est 20 fois plus grand. Elle entoure le Liban. Il y a 2 millions de déplacés syriens au Liban du fait de la guerre qui s'est déroulée en Syrie depuis 2011. Et il y a une symbiose libano-syrienne. On ne peut absolument pas la nier. Et donc, de ce fait-là, si la Syrie est déstabilisée, si la Syrie s'effondre, le Liban en paiera un prix exorbitant. Donc à partir de là, qu'est-ce qui se passe en Syrie? Il y a d'un côté, on suit les nouvelles aujourd'hui, il y a une problématique qu'on appelle la problématique des minorités, qui est une problématique régionale qui va au-delà des minorités. Donc il y a les Druzes, les Kurdes, les Alaouites, et il y a le nouveau président Ahmed El-Shara. Et donc, il y a une instabilité interne à la Syrie qu'il faut régler. Et puis, il y a l'aspect régional. Il y a le retrait de l'Iran, mais vous avez Israël et la Turquie qui sont en rivalité sur le territoire syrien. Et il y a des bombardements continus, massifs. Et Israël, après la chute de Bachar el-Assad, Israël, pendant les jours qui ont suivi, a rasé littéralement les installations de l'armée syrienne. Il a complètement anéanti l'infrastructure de l'armée syrienne pour l'empêcher de reconstituer une menace potentielle entre les mains des nouveaux leaders. Et par la suite, Israël a continué à bombarder, entre autres, tous les alliés de la Turquie. Et à un moment donné, la Turquie avait annoncé qu'elle voulait prendre le contrôle d'une série de bases au centre de la Syrie pour contrôler le pays. Et il y a eu des officiers, des spécialistes turcs qui sont venus inspecter ces bases. Le lendemain, Israël a tout bombardé, a tout détruit. Donc aujourd'hui, le problème, c'est il ne faut absolument pas que cette rivalité-là entraîne la destruction de la Syrie en tant qu'État. L'implosion du pays, parce que s'il y a une implosion de la Syrie, il va y avoir un effet de contagion en Irak, au Liban, peut-être en Turquie, peut-être en Iran. Parce que il y a des Kurdes et des Alaouites en Syrie, il y a 15 millions de Kurdes et 10 millions d'Alaouites en Turquie, qu'on appelle Alévis. Et donc la Turquie, c'est un pays hétérogène. Il y a 60% de Turcs et 40% de non-Turcs, en Turquie même. Et en Iran, c'est la même chose. Il y a 60% de Perses chiites et puis 40% de non-perses ou non-chiites. Voyez. Et donc, sans parler de la Syrie, de l'Irak ou du Liban, donc toute la région est un puzzle, c'est un kaléidoscope. Et donc, il ne faut absolument pas que ça implose, parce que si ça implose en Syrie, c'est tout le reste de la région, et le Liban va payer le prix, c'est évident. Et justement, vite fait, avant de revenir sur la Syrie, est-ce que selon vous, on peut s'attendre aussi à un embrasement de la région? Est-ce que c'est envisageable qu'avec
tout ce qu'on est en train de dire depuis le début de l'émission, est-ce qu'on peut s'attendre à un embrasement régional? Ce qu'on craint au Liban, en particulier, mis à part la Syrie, c'est ce qui va advenir du conflit israélo-palestinien. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé à Gaza, et il y a aujourd'hui 2 millions de civils à Gaza qui sont réfugiés sur une bande de terre le long de la mer, qui courent un peu, malheureusement, pour échapper au sort qui leur est réservé. Et ça, c'est Gaza. Il y a encore la Cisjordanie. Et il y a eu beaucoup de voix dans ce qu'on peut appeler l'extrême droite israélienne, ou en tout cas une partie même une partie du gouvernement israélien qui dit, même en Cisjordanie, il faut en finir. Alors, si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a un embrasement futur potentiel. Est-ce que c'est le cas? Si ça se produit, la Jordanie elle-même est menacée. Parce que la Jordanie, vous avez 70% au moins de la population qui est d'origine palestinienne. Et le Liban lui-même n'y échappera pas. Voyez. Je vous donne un exemple. Il y a des militants du Hamas qui, il y a quelques semaines, à partir du Liban Sud, ont tiré des roquettes sur Israël. Israël a riposté. Le Hamas a dit, bon, on ne veut pas que le Liban soit déstabilisé. Ils ont fait un accord avec le gouvernement libanais. Et les suspects présumés de cette attaque sont en train d'être remis au gouvernement libanais en ce moment. Ils ont été remis dans les jours qui ont précédé. Donc, c'est très bien, mais s'il y a un embrasement encore plus grand du conflit israélo-palestinien, les pays arabes autour ne vont pas y échapper. C'est une évidence. Et la Syrie non plus n'y échappera pas. Ouais. Et vous parlez justement de l'implication de tous ces pays. En ce moment, il y a des pourparlers entre Washington et Téhéran. Et pourquoi ils n'arrivent pas en fait à se mettre d'accord? Pourquoi l'Iran et les États-Unis n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les négociations nucléaires en cours à Romaine? Et on se rend compte aussi que ça ajoute un peu de poudre en fait à tout cet embrasement qui est déjà en cours. Pourquoi? Absolument. Ça, dès le début, les Américains, il y a des années de ça, ont dit ce qu'ils voulaient de l'Iran. Ils veulent 3 choses. Le programme nucléaire, empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire, le réseau d'alliés de Téhéran dans la région, donc qui a commencé à être frappé depuis le 7 octobre, c'est ce que je vous disais à l'instant, depuis le 7 octobre 2023, le réseau d'alliés, le Hamas, qui était présumé, entre autres, allié de Téhéran, ou soutenu par l'Iran, le Hezbollah au Liban, le régime syrien, les Houthis yéménites, puis il y en a d'autres aussi, en Irak notamment. Et donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est le réseau de missiles iranien. Donc l'arme nucléaire, les alliés régionaux et le réseau de missiles. Et pour Téhéran, je crois que c'est assez clair. C'est-à-dire que l'arme nucléaire, les Iraniens disent qu'ils ne la veulent pas. Ils poursuivent un programme nucléaire. Ils disent qu'ils ne veulent pas l'arme nucléaire. Le guide suprême iranien, Ali Khamenei, avait même prononcé une fatwa il y a quelques années où il disait que l'arme nucléaire, c'était haram. C'était quelque chose qui était interdit par la religion. Donc, pour lui, il ne cherchait pas ça. Donc, c'est une carte de négociation, l'arme nucléaire. Les alliés... c'est une question. Est-ce que l'Iran veut négocier en partie un retrait de la région et contre quoi? Céder dans certains pays, mais contre quoi? Le réseau de missiles, par contre, c'est plus compliqué. Parce que le réseau de missiles, c'est la dernière ligne de défense. Vous savez, l'Iran, aujourd'hui, la distance entre l'Iran et Dubaï, à vol d'oiseau, c'est moins de 200 km. On ne se l'imagine pas parce que c'est un pays immense, parce qu'il y a des milliers de kilomètres entre l'Iran et Israël, par exemple. Mais en ligne droite, entre l'Iran et les pays du Golfe, donc Dubaï, Abu Dhabi, les Émirats, le Qatar, Bahreïn et la côte est de l'Arabie, qui est la côte pétrolière, donc Dammam, Khobar, etc., sans parler du Koweït, tous ces pays-là sont à 200 ou 300 km de l'Iran. Donc on peut supposer que l'Iran a des milliers ou des dizaines de milliers de missiles. Et donc, il peut littéralement transformer tous ces pays-là en une poudrière. Il peut les bombarder très massivement, ce qui aurait sur l'économie mondiale des conséquences dévastatrices. C'est la région pétrolière et c'est une capitale économique, Dubaï. C'est aussi
aussi, pardon. Une des autres raisons, c'est qu'Israël étant la seule puissance nucléaire du Moyen-Orient, ils n'ont pas forcément envie, en fait, d'avoir, d'une certaine façon, de voir l'Iran aussi acquérir, devenir en tout cas une puissance nucléaire. C'est clair. Les Israéliens l'ont dit. Ils veulent garder le monopole nucléaire. Après, ce qui se passe, c'est que les autres pays de la région veulent aussi des garanties. Et en fait, ce qui est derrière les discussions nucléaires irano-américaines, c'est la sécurité de toute la région, je pense. Parce que prenez l'Arabie saoudite, par exemple. L'Arabie saoudite demande des garanties militaires de la part des États-Unis. Oui. Elle demande un programme nucléaire. Et il a même été question à un moment qu'elle dise si les Iraniens accèdent à l'arme atomique, nous aussi, on la veut. Et vous savez que la Turquie, par exemple, a un parapluie nucléaire américain depuis les années 50. La Turquie a été protégée par les Américains au moment même où Israël accédait à l'arme nucléaire, ce qui est vers la fin des années 50. La Turquie a bénéficié d'un parapluie nucléaire. Alors, c'était contre l'Union soviétique. Donc, finalement, la question, c'est l'Iran n'accédera pas seul à un accord. Je pense que s'il y a un accord, ça doit être un accord de sécurité régionale où tous les pays doivent se sentir protégés. Et tous les pays du Moyen-Orient islamique, en quelque sorte. Donc l'Iran, mais aussi l'Arabie saoudite et tous les pays du Golfe, la Turquie. Et la question, c'est qu'est-ce que Israël va réclamer ? Mais finalement, les Américains ont leur propre marge de manœuvre et à un moment donné, ils vont mettre tout ça en balance et puis décider ce qu'ils veulent. Et il faut espérer que les Américains fassent les bons choix parce que, je dis ça aussi dans le livre, pour nous Libanais, c'est crucial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes un pays extrêmement fragile, et la Syrie aussi d'ailleurs, et il faut absolument que ce que j'appelle la communauté internationale, la France, les États-Unis, les pays du Golfe et l'Iran aussi, fassent les bons choix en ce qui nous concerne et nous aident à maintenir la stabilité parce que ces pays sont des barils de poudre, ils peuvent s'effondrer très facilement. Parce que justement, en plus de ça, Netanyahou est accusé par l'Iran d'intervenir directement dans la diplomatie américaine. C'est ce qui est aussi reproché, c'est que les Américains sont un peu en train de de jouer au dé un peu sur cette région-là, du fait que Netanyahou serait en train un peu de dicter, de dicter politiquement et diplomatiquement ce que les États-Unis doivent faire dans la région. Alors, il ne faut pas que ça se produise, et je pense qu'il n'a pas autant d'influence qu'on le dit. C'est-à-dire que finalement, ce que Netanyahou a fait, c'est qu'il a frappé un peu partout les alliés de l'Iran. C'est très bien, il a frappé les alliés de l'Iran, mais au-delà de ça, est-ce que l'Amérique veut elle-même frapper l'Iran en tant qu'État ? Je ne sais pas. Personnellement, j'en doute parce que je vous parlais tout à l'heure de l'hétérogénéité de l'Iran en tant que pays. Hein. Et avec 40% de la population qui n'est pas perse chiite. Donc, si on frappe l'Iran militairement de façon très brutale, il se peut qu'il y ait un risque d'implosion du pays. Or, l'implosion de l'Iran, ça peut provoquer l'implosion de la Turquie et d'autres pays, parce que ce sont les mêmes populations. Il y a des Kurdes, il y a des Azéris, il y a des Arabes en Iran, il y a des Baloutches, des Arméniens, donc ça peut se réverbérer sur le reste de la région. Et si vous avez la Turquie et l'Iran qui s'effondrent, mettez-vous à la place des Américains. La Turquie et l'Iran, c'est au nord de la Turquie, il y a la Russie, et à l'est de l'Iran, il y a la Chine. Donc vous laissez ces pays s'effondrer, vous invitez ces autres puissances qui sont, eux, les grands rivaux des États-Unis, vous les invitez dans la région. Et les Américains ne pourront pas contrôler ça si la région implose. Donc je serai à la place des Américains, je mettrai une limite au jeu. Et je crois que c'est ce qu'ils font. Je crois que c'est un peu la manière dont ils réfléchissent. J'espère en tout cas qu'ils vont pas aller trop loin. Vous parliez tout à l'heure aussi de l'expansion de la guerre menée à Gaza. Comment aujourd'hui, on l'a un peu évoqué, la guerre à Gaza, est-ce qu'elle impacte les relations justement entre les États-Unis, l'Iran et Israël ? Alors, je pense que l'Iran s'est un peu retiré du jeu. En ce qui concerne Gaza en particulier, l'Iran est moins aujourd'hui un acteur, je dirais, qui pèse sur les événements. Ce qui est
notable à voir, c'est la position des Américains et du président Trump qui fait des déclarations sur Gaza qui, honnêtement, on ne dit pas ça. Vous voyez, c'est choquantes. Qui sont choquantes, oui. C'est un peu la méthode de Trump. Il le dit lui-même. Moi, je choque les gens, je réclame des choses improbables pour essayer ensuite de négocier. On voit ce qu'il fait avec la Chine. En ce moment, oui. il a monté les tarifs à 145% et là, il redescend à beaucoup moins. Donc, bon, alors, vous faites ça tout le temps. Au bout d'un moment, ça cesse d'être crédible aussi. Donc, the art of the deal, à un moment, quand vous êtes le président d'une grande puissance, vous ne pouvez pas faire ça tout le temps. Mais je dirais, au-delà des déclarations sur Gaza, quel est le destin du peuple palestinien et quel est le destin des Israéliens face à ça? Ce que je pense, c'est que il faut un système de sécurité qui puisse garantir l'existence des Palestiniens. On ne pourra pas nier aux Palestiniens l'existence de leur État. Ils ne peuvent pas rester dans cette situation éternellement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas jouable. La question, je pense, c'est comment créer un système de sécurité régional qui puisse garantir à chacun le minimum vital pour pouvoir exister. Et je ne parle pas seulement des Palestiniens, je parle des Libanais, des Syriens et des Jordaniens, qui sont les premières victimes, enfin, on ne peut pas parler de victimes quand on voit ce qui se passe à Gaza, mais qui sont les premiers concernés par ce qui se passe. Et donc, il faut vraiment quelque chose qui garantisse... Donc, vous voyez, là, on est en train de parler de l'Iran, de l'Arabie Saoudite, de l'accord nucléaire. Je pense qu'il faut un accord de sécurité pour toute la région qui permette à tous les... Parce que tout est lié. Donc, soit on va continuer comme ça dans cette espèce de chaos improbable et on ne sait pas où il nous mène. Et nous-mêmes au Liban, on se demande à chaque instant ce qui va se passer. Là, il y a une dynamique positive depuis janvier. Il y a eu l'élection d'un président de la République pour la première fois depuis 2 ans et demi. On a eu un vide à la tête de l'État pendant 2 ans et demi. On a un gouvernement, un Premier ministre qui peut agir pour la première fois depuis 2 ans et demi. On a fait en 4-5 mois on a avancé dans un certain nombre de réformes bancaires, financières et autres qui étaient bloquées depuis des années. Donc, c'est un petit miracle. Pour nous, c'est absolument... C'était improbable jusqu'à récemment. Mais c'est très fragile. Tout ça est suspendu à si peu de choses. Et je vous donne un exemple. Il y a les Hezbollah aujourd'hui. Alors, il est encore armé, le Hezbollah. Il a encore des armes. Et la question, c'est, j'en parle dans le livre, c'est qu'est-ce qu'on va faire maintenant sur le sujet des armes du Hezbollah? Alors, soit, il y a 3 possibilités à mon sens. Soit les Israéliens vont remettre le couvert et ils vont frapper une deuxième fois militairement le Liban, ce qui serait pour nous une catastrophe. Soit, ce que je souhaite, il va y avoir un accord libanais, un accord entre tous les Libanais pour dire il faut que l'État libanais ait le monopole des armes. Donc on va tous remettre nos armes, le Hezbollah comme les autres. On va trouver une formule pour ça. Il y a une 3e possibilité, je la crains et j'espère qu'elle ne va pas se produire, c'est qu'il y a une espèce de jeu non pas de pression militaire, mais de pression politique. Parce qu'en fait... c'est-à-dire une pression politique. Il y a des élections législatives dans 1 an au Liban. Et le Hezbollah, aujourd'hui, avec son allié, le mouvement Amal, monopolise les sièges chiites au Parlement libanais. Ils ont tous les sièges chiites. Donc, est-ce que on va essayer de faire pression sur le Liban économiquement et pression en interne politiquement pour essayer de diviser les rangs, peut-être diviser les rangs chiites, peut-être mettre la pression sur le Hezbollah pour qu'il ait moins de députés aux prochaines élections législatives et en quelque sorte, par ce biais-là, eh bien, l'affaiblir au sein même de sa communauté, faire émerger une opposition à lui au sein même de sa communauté ou au sein même des Libanais, diviser les Libanais entre eux, ça, ce serait aussi le scénario du pire. Ce n'est pas le scénario de l'attaque militaire israélienne, c'est le scénario de la discorde sécuritaire libanaise. Et ça, ce serait une catastrophe aussi. Et justement, votre livre, donc, vous l'avez appelé « Liban, état de survie ». Vous dites, je cite, « l'histoire d'un pays meurtri par 2 siècles d'invasions et de crises incessantes et qui, pourtant, survit ». Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour les Libanais aujourd'hui, cette notion un peu de survivre, de résilience?
Alors déjà, ça fait 200 ans que nous vivons la même crise pour moi. D'accord. Depuis en fait, le début du 19e siècle, il y avait l'Empire ottoman qui gouvernait tout le Moyen-Orient. Et cet empire a commencé à s'affaiblir au début du 19e siècle et il a mis 100 ans à péricliter jusqu'à s'effondrer définitivement après la Première Guerre mondiale. Mais dès l'instant où l'Empire ottoman s'est affaibli, le Liban est entré en crise pour beaucoup de raisons. Et la discorde interne au Liban a commencé à émerger et à donner lieu à des guerres civiles, à des catastrophes l'une après l'autre. Et j'en parle dans le livre, 1840, 1860, il y a des massacres au Liban. Et après, il y a la Première Guerre mondiale, il y a une famine au Liban, une famine qui emporte une partie de la population. Et après ça, eh bien, il y a le mandat français. Donc les Français arrivent, ils prennent le mandat sur le Liban et la Syrie. Ils dessinent les frontières du Liban telles qu'elles sont aujourd'hui et de la Syrie telle qu'elle est aujourd'hui. Mais les Français ne restent pas plus de 20 ans, en fait. Ils restent là, en gros, de 1920 à 1943-45. Et après, ils s'en vont. Et après ça, il y a le conflit arabo-israélien. Il y a une montée des tensions incessante. Et le Liban va en payer un prix exorbitant. Dès son indépendance en 1943, très rapidement, il entre dans une crise latente. Et ce que je dis, c'est que ces 200 ans de crise, en fait, c'est tous les 20 à 30 ans, donc à l'intérieur de ces 200 ans, tous les 20 à 30 ans, on a un pic. On a comme si on cassait tout et on recommençait. Ouais. C'est cyclique, un peu. C'est tout à fait cyclique. Et c'est en fait, vous savez, on parle souvent du chaos libanais ou moyen-oriental qu'on ne comprend pas trop. Et c'est ce que j'ai voulu montrer dans le livre, c'est en fait prendre le lecteur par la main pour lui dire, voilà, ce chaos, en apparence, ben je vais te l'expliquer d'une manière un peu plus simple, plus lisible. Et en fait, le mécanisme est assez simple sans être simpliste. C'est à l'interne, il y a des communautés rivales qui sont dans un état de rivalité perpétuelle. Ce sont des communautés. Il y a 18 communautés religieuses au Liban, mais en fait, ce sont des identités politiques. C'est beaucoup plus que... Vous pouvez ne pas être très pratiquant, voire ne pas être très croyant. Musulmans sunnites, musulmans chiites, chrétiens, druzes. Vous pouvez ne pas être très pratiquant, mais vous avez très conscience de votre appartenance à cette communauté. C'est une identité politique et sociale. Donc il y a ça d'un côté, et à l'extérieur, il y a des puissances régionales et internationales qui ont des appétits. Parce que cette division-là, ça veut dire que le Liban, porte d'entrée de l'Orient, eh bien, on peut l'exploiter, cette porte d'entrée, pour avoir de l'influence. Et donc, tour à tour, vous allez avoir les Turcs, les Français, les Anglais, les Américains, les Syriens, les Iraniens, les Soviétiques, les Israéliens. Tout ce monde va essayer de peser de son poids dans la balance libanaise. Et donc, on ne va pas cesser de vivre ce cycle. Et là, en fait, c'est la question qui se pose, c'est maintenant, est-ce que nous sommes à la fin d'un cycle où les Iraniens sont sortis, ou seraient sortis du jeu libanais? Qui va les remplacer? Qui de l'extérieur va les remplacer? Et est-ce que ces puissances extérieures vont aider le Liban à tenir, vont le laisser un peu tranquille aussi? Et combien de temps ça va durer? Et tous les Libanais se posent cette question. Donc, en ce sens, nous sommes dans un état de survie permanent. Et je dirais aussi autre chose, c'est un état de survie collectif et individuel à la fois. C'est un peu le mal du bien, parce que le Libanais, il y a un cliché sur le Libanais, voilà, on le retrouve en diaspora, en France ou ailleurs, et c'est un peu un survivant, il se bat pour exister. Mais en fait, pourquoi il est comme ça? Parce que dans son pays, il n'a pas d'État. Il n'a pas un État qui le protège, qui lui donne des droits. Il doit se battre sans cesse il y a lui et sa famille et son cercle rapproché, il est sa propre petite république à lui tout seul. Donc il développe des réflexes, un instinct de survie permanent. Et c'est comme ça que le pays tient? Parce que c'est une des raisons, c'est les forces internes finalement, enfin la société civile. Absolument. Le pays tient sans État, pratiquement. A tenu sans État pendant des années par la solidarité familiale, par les solidarités locales, par le fait que chaque Libanais a intégré le fait qu'il devait se débrouiller tout seul. Et puis vous avez cette diaspora à l'étranger qui envoie beaucoup d'argent au pays et qui lui permet de tenir. C'est jusqu'à 30 ou 40% de la taille de l'économie, les transferts de la diaspora. C'est énorme. Et c'est ça qui a permis au pays de tenir. Mais en même temps,
ce réflexe individuel fait que il n'y a pas assez de réflexe collectif, il n'y a pas assez de sens civique, il n'y a pas assez de « je dois payer mes impôts », de je dois penser aux autres. Voilà. Et donc, il y a l'égoïsme de la classe politique, par exemple, au-delà de ces rivalités, qui ne pense qu'à elle-même et qui ne pense pas assez à son peuple et au destin commun du pays. Et donc, état de survie aussi, finalement, collectif. Et justement, là, c'est ce que vous êtes en train d'expliquer. Le Liban est un terrain de jeu pour les puissances étrangères, ce que vous dites aussi dans votre livre. Donc pour la Syrie, l'Iran, l'Israël, quel acteur porte, selon vous, justement, la responsabilité la plus lourde dans la décomposition de l'État libanais? Il y en a beaucoup. Moi, je mets beaucoup de responsabilités sur la Syrie de Hafez el-Assad, qui a vraiment joué au pompier pyromane. Il y avait beaucoup d'acteurs au Liban pendant les années 50, 60, 70. Il y avait les Libanais eux-mêmes qui étaient divisés en diverses composantes. Il y a eu le facteur palestinien à un moment, des Palestiniens qui, après la guerre des 6 jours, la défaite de Nasser, du président égyptien Nasser, qui était un leader régional. Alors il y a eu l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine de Yasser Arafat, qui a essayé d'émerger pour faire exister la cause palestinienne. Et qui est devenu... Alors, le Liban étant un pays faible et ouvert et divisé, les Palestiniens se sont dit, bon, très bien, on va essayer d'exister à partir du Liban. Et la Syrie de Hafez el-Assad a manipulé tout le monde. Tous les Libanais, aussi bien les chrétiens que les musulmans, et les Palestiniens aussi. Il y avait même une des factions palestiniennes qui s'appelait la Sa'iqa, qui veut dire la foudre en arabe. Et c'était une faction pilotée par les Syriens, par la Syrie de Hafez el-Assad, et même il y avait une partie des membres de cette faction qui étaient carrément des soldats syriens eux-mêmes. Et donc, et c'est une faction qui a joué au début de la guerre civile, en 1975-76, un rôle déterminant pour faire basculer le jeu et pour pousser les Libanais dans leur retranchement et pour permettre ensuite à l'armée syrienne d'entrer dans le pays. Et une fois que l'armée syrienne était entrée, on ne pouvait plus la faire sortir. Elle est restée 30 ans, de 1976 à 2005. Et donc, ils ont joué, les Libanais, les uns contre les autres, et puis ils en ont profité dans tous les sens du terme, jusqu'à ce que, il y ait l'assassinat de Rafiq Hariri, du Premier ministre Hariri, en 14 février 2005. Et là, il y a eu un retour de balancier et une pression internationale qui a forcé la Syrie à sortir. Donc, on pourrait citer beaucoup de responsables. Pour moi, vraiment, la Syrie de Hafez el-Assad, c'est le grand pompier pyromane de la guerre libanaise. Et est-ce que la France a eu un rôle ambivalent, justement, dans cette décomposition de l'État? La France a l'inconvénient de ses avantages, en quelque sorte. La France, typiquement, c'est l'acteur qui parle à tout le monde. Elle n'a plus de rôle déterminant au Liban depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est plus elle qui fait pencher la balance. C'est passé au niveau des États-Unis et de l'Union soviétique à une époque, donc de la superpuissance américaine aujourd'hui. La France, aujourd'hui, son avantage, en quelque sorte, c'est qu'elle parle à tout le monde. Elle parle aux Iraniens, au Hezbollah, aux Israéliens, aux Turcs. Et puis elle parle aux Syriens, alors elle parle à Ahmed el-Shara, qu'elle a reçu il y a quelques jours. Et puis elle parle aux Kurdes syriens. Il y a eu un accord sécuritaire entre le gouvernement syrien et les Kurdes de Syrie il y a 2 mois. En mars, c'est la France, entre autres, qui l'a négocié dans les coulisses. Elle parle aux Alaouites, elle a parlé à Hafez el-Assad pendant des années, et à Bachar el-Assad pendant des années. Elle a parlé à Saddam Hussein, la France. Elle a parlé à Kadhafi. Il a été reçu à l'Élysée, Kadhafi. Donc la France parle à tout le monde. Alors un peu le désavantage, c'est qu'on se dit, oui, mais alors avec qui tu es finalement? Tu soutiens qui? Mais ça, c'est l'inconvénient. L'avantage, c'est que la France aujourd'hui peut jouer un rôle diplomatique essentiel, notamment en Syrie, pour faire tenir le pays. Parce que on peut en parler. Hein, le rôle français n'est pas séparable, à mon sens, du rôle américain, parce que les Américains sont ceux qui ont le gros bâton aujourd'hui, militaire. Mais c'est bien d'avoir le gros bâton militaire, mais encore faut-il ne pas tout casser. Et c'est là où, je vous disais tout à l'heure, il faut absolument que la Syrie ne s'effondre pas. Pour que la Syrie ne s'effondre pas, il faut faire jouer la diplomatie. Il faut parler aux gens pour les mettre ensemble.
Et c'est là où la France peut jouer un rôle. Donc elle a encore une voix opérante, pardon. C'est plus c'est pas uniquement symbolique. C'est pas uniquement symbolique, et je dirais on peut parler par exemple de la dernière visite du président syrien Ahmed El-Shara il y a quelques jours en France. Alors pourquoi il est venu ? Il y a deux sujets. Il y a un sujet économique dont on ne parle pas assez, qui est que quelques jours avant la visite du président syrien, il y a eu un accord entre une grande compagnie française qui s'appelle CMA-CGM, qui est un géant du transport, et le gouvernement syrien, sous les auspices de la France, signé sous les auspices de la France, pour la gestion du port de Latakia. Et c'est un accord qui a été permis, entre autres, par le fait qu'il y a eu une suspension des sanctions européennes en février dernier sur certains sujets, dont le transport, dont l'énergie et le transport. Donc, Ahmed El-Shara est venu juste après ça en France. Et il y a fin mai un vote au Conseil européen sur la poursuite des sanctions contre la Syrie ou bien leur suspension définitive éventuellement. Et la Syrie aujourd'hui, pour que le pays tienne, il faut aussi absolument lever les sanctions. Il faut aider économiquement la Syrie. Oui. Et la reconstruction syrienne, c'est des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars selon la manière dont vous calculez ça. Et la Syrie a absolument besoin que les pays du Golfe l'aident et que le monde l'aide, et puis de lever les sanctions. Donc, il y a ce sujet-là qui était un des sujets qui, à mon avis, ont justifié la visite du président syrien. Il y a un sujet d'argent. Et puis un autre sujet qui est la géopolitique au sens large, qui est que il ne faut pas que la Syrie s'effondre. Alors on se demande, est-ce qu'il faut dealer avec Ahmed El-Shara ? Est-ce qu'on peut parler à un ancien djihadiste ? Est-ce que M. Jolani, M. Ahmed El-Shara s'appelait avant Abu Mohammed El-Jolani. Donc, est-ce qu'il faut parler avec lui ou pas ? Moi, je pense qu'il faut être, sur ce sujet-là, il faut être pragmatique. Il faut surtout penser aux Syriens, au peuple syrien. Et derrière, et autour d'eux, aux Libanais, entre autres, et puis à tous les autres. Il ne faut pas que la Syrie s'effondre. Donc, il faut faire ce qu'il faut pour que ce pays tienne. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et vous écrivez aussi que sans les États-Unis, rien ne bouge réellement. Donc, est-ce que la France va être condamnée continuellement va avoir ce rôle d'appoint diplomatique ? Elle doit absolument faire pression sur les Américains pour qu'ils aillent dans le bon sens. Vous savez, parfois, les choses, je dirais même toujours, pas seulement parfois, les choses, c'est des sujets d'être humain. L'Américain qui prend sa décision ou le Français qui prend c'est un être humain qui est assis et qui est en train de réfléchir et à se dire qu'est-ce que je fais. Alors, il y a plein de conseillers, il y a plein de think tanks, il y a plein de gens au département d'État américain ou à la Maison-Blanche qui ont des idées, qui pensent des choses, mais finalement, c'est aussi le fruit du moment. Hein. Et puis, il y a je sais pas, Netanyahou qui peut faire pression, comme vous le disiez, ou quelqu'un d'autre, ou un Iranien. Donc, il y a plein de variables à dealer. Et finalement, parfois, il y a un proverbe arabe qui dit un bon conseil vaut plus qu'une bourse d'or. Ouais. Et voilà, un bon conseil, parfois, peut faire toute la différence. Et si la France peut donner des bons conseils aux Américains et se donner des bons conseils à elle-même, je pense que ce serait bien une bonne chose pour nous. Et justement, vous parliez du lien entre Gaza et, en tout cas, la Palestine et le Liban. Est-ce que on peut dire que Gaza et le Liban incarnent un peu deux visages d'un même destin, celui de territoires sacrifiés à des logiques de puissance ? Absolument, absolument. C'est écoutez, la situation à Gaza, pour moi en tout cas, c'est au-delà du drame existentiel du peuple palestinien, c'est aussi des rivalités de puissance finalement. C'est le Hamas qui était soutenu entre autres par l'Iran, qui était financé par le Qatar. On sait très bien pourquoi est-ce que l'Iran soutenait le Hamas et pourquoi est-ce que le Qatar donnait de l'argent au Hamas. Donc c'est quoi les réflexes ou les logiques derrière ça. Donc il y a ça. Et le Liban, c'est la même chose. Il y a le Hezbollah qui était soutenu par l'Iran. Mais pourquoi l'Iran soutenait le Hezbollah en fait ? C'était quoi le but final de ça ? À part le fait que ce sont des chiites, c'était quoi la logique derrière ? Et finalement, on a... Ça, il y avait au début le conflit israélo-arabe. Et puis après le 11 septembre 2001, le Moyen-Orient a explosé. C'est devenu une myriade de conflits entremêlés les uns aux autres, avec la Turquie qui est entrée en jeu et l'Iran qui est entré en jeu. Et c'est devenu vraiment un kaléidoscope de rivalité. Donc, dans ce kaléidoscope, les Palestiniens sont sacrifiés.
Et les Libanais sont sacrifiés dans ce jeu-là. Finalement, qu'est-ce que les Palestiniens ont gagné depuis 75 ans? Qu'est-ce que les Libanais ont gagné depuis 50 ans? Ça fait 50 ans qu'il y a à mon sens, et pour beaucoup de Libanais, ça fait 50 ans qu'il y a la perpétuation d'une guerre. Alors, ça a été une guerre civile entre Libanais, une guerre entre Libanais et étrangers, une guerre entre étrangers sur le sol libanais. Ça fait 50 ans que ça dure. Qu'est-ce qu'on y a gagné? Toutes les puissances régionales et internationales ont joué leur jeu sur le terrain libanais et sur le terrain palestinien et sur le terrain syrien aussi et autres. Qu'est-ce qu'on y a gagné? Rien du tout. Donc, évidemment qu'on est les grands sacrifiés de l'échiquier régional. Et justement, si vous deviez nommer un seul levier prioritaire pour sortir le Liban de cet état de survie, vous choisisseriez lequel? C'est une très bonne question. C'est très difficile de répondre. Ouais. Moi, je dirais, si je devais dire une chose qui ferait certainement la différence, c'est qu'il faut que les États-Unis continuent de soutenir l'armée libanaise. Parce que le pays, le Liban, a connu un effondrement économique en 2019. Il fut un moment où le salaire d'un soldat libanais, c'était l'équivalent de 20 €. Comment voulez-vous faire régner l'ordre et faire respecter la loi dans un pays où les représentants de la loi, les soldats libanais et les policiers aussi. Oui. Donc comment voulez-vous faire régner la loi dans un pays où le représentant de la loi ne peut même pas manger avec son salaire, ne peut même pas envoyer ses enfants à l'école, ne peut pas prendre son fils chez le docteur? Comment vous pouvez faire ça? Donc qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? La France et les États-Unis sont intervenus et les Américains ont littéralement financé l'armée libanaise. Alors on peut penser ce qu'on veut des Américains. J'ai pas de problème, chacun a son opinion. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on soutienne l'armée libanaise parce que c'est notre armée nationale. Et si elle s'effondre, nous sommes dans de beaux draps. Oui, donc le Liban, en fait, ne veut pas affronter, en tout cas, cet état de survie tout seul. Absolument pas. Et aujourd'hui, il faut absolument que, je dirais, les Américains fassent les bons choix, que la France continue à nous soutenir diplomatiquement et surtout que les États du Golfe, alors c'est en train de se faire, que l'Arabie Saoudite, que le Koweït, que les Émirats Arabes Unis, que le Qatar soutiennent le Liban et soutiennent la Syrie, pas seulement le Liban. Et encore une fois, le destin du Liban et de la Syrie, ce sont deux destins liés. Ce sont deux pays extrêmement proches et l'un ne peut pas s'en sortir sans l'autre. Donc, il faut... Voilà, c'est presque un miracle. Mais en fait, ce qui se passe sous nos yeux en ce moment, pour nous, Libanais, c'est littéralement un petit miracle depuis le début de cette année. Et nous espérons que ça va continuer. On l'espère aussi. Merci beaucoup, Fouad Kourielou. Je rappelle que vous avez écrit un livre, Liban, État de survie, aux éditions Max Milo. Merci beaucoup. Et merci d'avoir regardé Au cœur de l'actu sur votre Freebox, sur Molotov, sur notre chaîne YouTube, le Média 24/7 et sur lemediatv.fr. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou bien nous envoyer par mail à contact@lemediatv.fr si vous nous avez regardé à la télévision. Si vous avez les moyens, soutenez-nous, soutenez notre travail, le journalisme indépendant des pouvoirs politiques et de l'argent en allant sur lemediatv.fr/soutien. Restez connectés aux médias. Bonne soirée.